Bonjour à tous, bonjour la jeunesse, nouvelle vidéo estivale. Pendant que je fais une petite balade, ouais, il y a une piscine derrière moi. Sur le thème du soleil, du bronzage, de la peau, des coups de soleil et compagnie, on va essayer de dégrouiller 2-3 infos là-dessus. Il me semble que c'est de saison. Je suis désolée. Je vais essayer de pas trembloter et de pas, de faire en sorte que ce soit pas trop insupportable à regarder. J'ai eu un commentaire qui m'expliquait que vraiment ça tremblotait trop. Je sais qu'il existe des stabilisateurs de caméra, mais ça coûte un rein. Donc sorry, mais c'est pas pour tout de suite. En attendant, si jamais ça bouge trop et que vous trouvez ça pénible, écoutez, faites autre chose et écoutez simplement. Je pense que ça peut le faire. Alors, déjà, première chose, le bronzage, comment ça marche? Qu'est-ce qui se passe? La lumière solaire est composée d'un spectre de différentes ondes, dont la longueur d'onde est différente, voilà, bon bref. Et les rayons qui vont nous atteindre et nous faire bronzer, ce sont les rayons UVA et UVB principalement. Il y a aussi les rayons UVC, mais normalement ils sont majoritairement absorbés par la couche d'ozone, donc ils sont extrêmement nocifs et mutagène, mais heureusement pour nous, la couche d'ozone nous en protège. Donc c'est surtout les rayons UVA et UVB qui vont jouer dans cette histoire. Alors qu'est-ce qui se passe? Je vous la fais rapidement. On va essayer de comprendre déjà comment est faite la peau. C'est au niveau de la peau que ça se passe. Votre peau est constituée de différentes couches. La couche extérieure de la peau, qui est celle qui nous intéresse ici, c'est ce qu'on appelle l'épiderme. L'épiderme est composé lui-même de plusieurs couches de cellules. Grosso modo, en surface, vous avez des cellules qu'on appelle des kératinocytes. Comme leur nom l'indique, ils sont constitués d'une molécule un petit peu dure qu'on appelle la kératine, qui donne sa robustesse à la peau. Et puis plus en profondeur de l'épiderme, vous avez ce qu'on appelle des mélanocytes. Ce sont des cellules avec des sortes de prolongements cytoplasmiques, bon, bref, donc qui sont plus profondément ancrés dans la peau et qui fabriquent une molécule, un pigment qu'on appelle la mélanine, et qui a une teinte brunâtre, on va dire, foncée. Donc plus il y a de mélanine dans les cellules, plus l'aspect est brun foncé. Quand les UVA et les UVB vont frapper votre peau, première réaction de la peau, ça va être d'entamer une multiplication des kératinocytes. Donc du coup la peau va devenir un petit peu plus résistante, un petit peu plus rêche. C'est une forme de protection contre les UVA et les UVB. Je sais pas si vous l'avez constaté, mais à la fin de l'été, quand on a la peau tannée par le soleil, hein, c'est pas pour rien qu'on parle de tanner, c'est parce qu'en fait on a augmenté notre quantité de kératinocytes. Et donc c'est juste une procédure de renforcement de l'épiderme. Et puis alors deuxième effet, je fais un petit peu attention où je marche parce qu'il y a des vipères là où je suis. Bon, normalement elles se tirent, mais bon, je fais gaffe, je suis en sandales. Sous l'effet des UVA et des UVB, les kératinocytes vont synthétiser une protéine, vont produire une protéine qui s'appelle la protéine P53. Alors là, je vais vous passer les détails, hein, je vous mettrai éventuellement des illustrations. Cette protéine P53 va convertir une molécule en une autre, pareil, vous verrez les noms rapidos. Et cette autre molécule synthétisée va agir sur les mélanocytes qui, à son contact, vont se mettre à synthétiser davantage de mélanine. Ce qui explique que votre peau va brunir, va se foncer, parce qu'il y aura plus de mélanine dedans. Et cette mélanine, elle n'est pas là juste pour faire joli. En fait, le fait de produire de la mélanine, ça permet d'absorber les rayons UVA et UVB du soleil, et donc de protéger notre patrimoine génétique. Ça va faire une sorte de barrière en fait, si vous voulez. Alors là, je suis au bout d'un champ et en fait après il n'y a plus de chemin, donc je sens que je vais faire demi-tour. Demi-tour, changement de cadre, changement de bras. Je suis toujours aussi musclée, ça n'a pas changé. Qu'est-ce que je disais? Donc la mélanine vous absorbe les rayons UVA et UVB, ce qui évite qu'ils n'atteignent votre patrimoine génétique, votre ADN qui est dans le noyau de vos cellules, parce que sachez-le, mais on en reparlera, ces rayons solaires sont potentiellement mutagènes et donc générateurs de cancer, cancérogènes on dit. On en reparle après. Accessoirement, j'ai vu passer l'info, je ne le savais pas, la conversion de la molécule COMP en alpha-MSH, il me semble de mémoire que c'est ça, qui va ensuite agir sur les mélanocytes, cette conversion contribue à la libération d'une hormone qu'on appelle l'endorphine. Et l'endorphine, c'est l'une des molécules du plaisir.
Ce qui peut expliquer le bien-être qu'on ressent à s'exposer au soleil et le fait que les gens y reviennent régulièrement. Voilà. Autre avantage, autre effet de l'exposition au soleil. L'exposition au soleil permet la production de vitamine D. C'est au niveau des mélanocytes que ça se joue. Qu'est-ce qui va se passer? Un dérivé du cholestérol va être pris sous l'effet des UV, va être pris en charge par les mélanocytes, qui vont le convertir en une autre molécule dérivée. Cette autre molécule dérivée va être prise en charge par le foie, qui va la convertir en une forme inactive de la vitamine D. Et cette forme inactive va être ensuite prise en charge par les reins et transformée en molécule active, en vitamine D active. Quel est l'intérêt de la vitamine D? Entre autres, ça améliore la fixation de calcium au niveau des os. Mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres effets. Enfin, bref, c'est une molécule, quand on en est privé ou carencé, on peut avoir des problèmes de santé, notamment du rachitisme, dans certains cas. Donc c'est pour ça qu'aussi dans les populations nord-européennes qui sont faiblement exposées au soleil, on supplémente souvent la population dès le plus jeune âge en vitamine D. Peut-être que vous vous en souvenez, que vous l'avez vu. Souvent, on conseille aux parents de donner à leurs jeunes enfants, nourrissons, des ampoules de vitamine D. Parce qu'il se trouve que nous, on a une faible exposition au soleil, donc on synthétise peu la vitamine D. Alors, juste une petite précision, vous l'avez peut-être déjà constaté, vous voyez, hop. En été, on a les cheveux qui ont tendance à éclaircir, donc les choses se font à l'inverse, on bronze pas des cheveux. Alors pourquoi ça? Pourtant c'est bizarre parce que la teinte des cheveux est liée à la présence de mélanine, toujours cette même molécule. Il se trouve que les cheveux sont des structures inertes, il n'y a pas de mélanocytes actifs et producteurs de mélanine dans la fibre du cheveu. Les mélanocytes sont à la base du bulbe du cheveu, c'est eux qui vont produire de la mélanine qui va ensuite rester piégée dans la fibre capillaire et donner sa teinte aux cheveux. Plus il y a de mélanine, plus on a les cheveux foncés. Mais au soleil, cette mélanine inerte, elle se dégrade. Et ce qui explique que une forte exposition au soleil va avoir tendance à éclaircir les cheveux. Alors maintenant qu'on a parlé des avantages de l'exposition au soleil, on va parler un petit peu de ses dangers. Le premier danger que vous connaissez, c'est la brûlure, c'est-à-dire le coup de soleil. Alors vous le savez peut-être, il y a différents degrés de brûlure, premier degré, deuxième degré, profond, moyen, alors ça c'est du jargon médical. Troisième degré, là ça commence à devenir chaud. Plus le degré de brûlure augmente, plus en fait le derme et l'hypoderme même peuvent être atteints en profondeur, et donc les cellules régénératrices de la peau ne peuvent plus faire leur travail de cicatrisation. Donc quand on atteint des brûlures au deuxième, au troisième, voire au quatrième degré, là ça devient grave. Alors quand vous avez un coup de soleil, en général la majorité des coups de soleil, c'est des brûlures au premier degré, bénignes. Ce qui va se passer, c'est une sorte d'érythème, c'est-à-dire la peau va rougir, il va y avoir une vasodilatation des vaisseaux sanguins. Vous allez éventuellement avoir une sensation d'inconfort, notamment vous avez tous déjà pris une douche sur un coup de soleil et ça brûle, voilà, parce que vos terminaisons nerveuses sont titillées. Ça c'est pour un coup de soleil dit bénin. Coup de soleil avec une brûlure de deuxième degré, là ça devient un petit peu pénible, c'est quand la peau se met à buller. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi oui, c'est malin, ça je vous raconterai. Donc là, c'est en fait carrément les cellules du dessus de l'épiderme, les kératinocytes en fait, sont complètement cramées. Et il y a une libération de liquide, c'est une réaction inflammatoire, juste sous ces kératinocytes. Donc il y a une accumulation de liquide qui va faire que la peau va buller, va faire des cloques. Donc alors petite anecdote, c'est bien, ça va être raccord avec le thème d'après. Quand j'étais étudiante, j'ai fait un stage avec une thésarde, on chassait et marquait des lézards. Bon, c'était très intéressant. On était dans les Cévennes et j'étais persuadée que j'étais partie avec une crème solaire. Et en fait, j'étais pas du tout partie avec une crème solaire, j'étais partie avec une crème hydratante. Donc je passais mes journées à quatre pattes sous le soleil en débardeur et je me tartinais copieusement de ce que je croyais être de la crème solaire. Et en fait, je me mettais juste du gras sur la peau, voilà, puisque c'était de la crème hydratante. Et donc j'ai cramé tellement qu'à un moment j'ai passé ma main dans mon dos et je me suis dit tiens c'est marrant, j'ai le dos mouillé.
En fait j'avais plein de micro-cloques, plein le dos. Et donc le soir, donc je finis par me mettre à peler, et le soir, ma chargée de thèse et me décoller des lambeaux de peau. C'était Hiroshima le truc. Donc là, la plus grosse bêtise de ma vie. Je n'avais pas lu l'étiquette du pot. Voilà, tout va bien. Donc danger, donc voilà, le coup de soleil. Alors après, danger supplémentaire, évidemment, c'est l'exposition aux fameuses UV. Ces UV qui sont potentiellement délétères pour l'ADN. Ce qui va se passer, c'est que si vous vous exposez trop longuement, trop fréquemment aux UV et sans protection éventuellement, il y a un risque que votre ADN mute et que certaines cellules se mettent à se multiplier de manière complètement désorganisée et aléatoire, ce qui s'appelle créer une tumeur cancéreuse en fait. Donc les tumeurs de la peau, les cancers de la peau, c'est ce qu'on appelle des mélanomes. Et le problème, c'est que quand les mélanomes sont dits malins, c'est-à-dire cancéreux, ils peuvent ensuite s'exporter à travers votre corps et là c'est le cancer généralisé. Donc on évite. Alors bien souvent c'est pas les zones les plus exposées au soleil le reste de l'année, genre avant-bras, visage et tout, c'est pas vraiment ça qui prend. Souvent ça commence à déconner sur des zones du corps qui sont pas exposées le reste de l'année et que vous cramez en été parce que c'est enfin l'occasion de bronzer, donc le dos, le ventre, les jambes éventuellement, voilà. Donc ça c'est vraiment risque de cancer de la peau si vous faites pas gaffe et que vous ne suivez pas certaines règles de protection basiques. Alors il y a un autre truc qui peut arriver qui est quand même moins grave que le cancer, c'est l'apparition de l'antigo avec l'âge. C'est des sortes de taches, alors c'est ce qu'on appelle aussi des taches de vieillesse, sortes de taches qui apparaissent sur les mains des personnes âgées qui se sont beaucoup exposées au soleil et peut-être de façon un peu déraisonnable. Ça se voit beaucoup dans le sud de la France. Moi j'ai souvenir de ma grand-mère et toutes ses sœurs qui avaient ça. Je commence moi-même à en avoir. Donc il y a aussi une base génétique. Et alors dans ma famille, ces taches pigmentées qui apparaissent sur les mains, notamment et les avant-bras et les jambes, dans ma famille, ils appellent ça des fleurs de cimetière. Ça veut tout dire. Ouais, quand tu commences à fleurir un petit peu trop, c'est que la fin est proche, ça sent le sapin. Voilà. Sympa, hein? Bambi, 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 alerte Bambi, alerte Bambi. Incroyable. Je suis poursuivie par les Bambis. C'est extraordinaire. À chaque fois, ça me fait le même effet. C'est magnifique, c'est magique. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu comment se protéger du soleil. Alors déjà, il y a un truc tout bête. C'est éviter les heures d'exposition complètement tordues. Moi, depuis que je suis petite, je passe mes vacances, enfin là, ça fait longtemps, mais en Corse, l'été, et j'ai toujours été fascinée par les familles qui allaient donc... alors la Corse, c'est quand même beau degré d'exposition, quand même, quand le soleil tape, il tape, ces familles qui allaient pique-niquer toute la journée au bord de la plage, enfin passer toute la journée à la plage avec des bébés, sans forcément de parasol, et qui donc aux heures les plus chaudes de la journée étaient en plein cagnard. Mettaient éventuellement un peu de crème solaire à leurs enfants, mais je me rappelle de mamans notamment qui se couvraient de monoeil et compagnie pour avoir le meilleur bronzage du monde. Sachez que les locaux dans les pays méditerranéens et du sud ne s'exposent pas au soleil à ces heures-là, enfin aux heures les plus chaudes. Parce que votre corps vous le dit, vous crevez de chaud, vous vous déshydratez, etc. C'est des indices quand même, c'est pas bon, c'est pas bon du tout. Donc en général, les dermatologues recommandent de ne pas s'exposer au soleil, en tout cas en France métropolitaine, à ces latitudes-là, entre midi et 16h. Entre midi et 16h, on reste à l'ombre, on reste à la fraîche, ça évite un tas de désagréments. Et globalement, les dermatologues ne recommandent pas ce qu'on appelle les bains de soleil, c'est-à-dire on fait la crêpe comme ça, face A, face B, face A, face B, pendant des heures, c'est très mauvais pour la peau. La synthèse de vitamine D, elle nécessite une exposition d'environ 12 minutes par jour au soleil modéré. Ça suffit pour avoir son content de vitamine D, ça suffit pour être en forme, et votre bronzage n'en sera pas moins beau. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, première chose, éviter les heures d'exposition complètement pétées. Deuxième chose, alors évidemment l'usage de crème solaire. Alors vous avez les fameux SPF, donc Solar
Protection Factor, in English, yes, I speak English very well. SPF 15, SPF 30, SPF 50. En fait, plus l'indice est élevé, plus la crème sera efficace dans la durée. C'est-à-dire un SPF 15 est efficace, mais il va falloir le renouveler toutes les 150 minutes, sans s'être baigné bien sûr. Alors qu'un SPF 50, il va falloir le renouveler toutes les 500 minutes. Vous avez compris l'idée ? Alors je vous passe les détails des études pharmacologiques, de comment c'est établi. C'est un rapport entre quelqu'un qui n'a pas de protection solaire et quelqu'un qui en a une. Et le temps qu'il va mettre sous certains UV à développer un début de coup de soleil. Bon, bref. Donc les crèmes solaires indispensables. Navré de vous dire que les crèmes solaires pour les bébés, spécial bébés, alors c'est très bien, hein, mais en fait les bébés on les met pas au soleil. C'est aussi simple que ça. Ils n'ont pas la capacité de synthèse, je viens de me faire piquer la jambe, de synthèse de mélanine d'un adulte. Donc on leur fout la paix, les bébés, on les fout pas in the sunlight parce qu'on a envie de faire la crêpe. Voilà. Les bébés, on les sort tôt le matin ou tard le soir à l'exposition solaire et ça suffit. Au-delà des crèmes solaires, vous pouvez mettre des vêtements anti-UV qui s'achètent dans les magasins de sport et autres. Ça fonctionne, mais pareil, il faut être vigilant avec les enfants. Donc ça, l'intérêt, c'est qu'on met pas de crème, mais le textile a un effet protecteur. Sachez qu'on peut carrément bronzer à travers les nuages. Quand la couche nuageuse est modérée, que c'est pas des nuages d'orage qui font plusieurs dizaines de kilomètres de hauteur, quand la couche nuageuse est modérée, elle ne filtre qu'une partie des rayons UV, ce qui explique que même dans les régions où il fait pas très beau, les personnes qui vivent en plein air sont parfaitement bronzées. Et il y a des cas de cancer de la peau, même s'il fait nuageux. Donc, faut rester vigilant. De même que se mettre sous un parasol sur la plage, en se disant qu'on est protégé. Si c'est de la simple toile, les UV vont complètement traverser le tissu. Et en plus, il y aura un effet de réverbération du sable. C'est ce qu'on appelle l'albédo, c'est quand une surface claire réfléchit la lumière, ça fait effet panneau solaire, vous savez, vous vous foutez sous la tronche pour avoir un maximum de rayons. Et c'est exactement ce que va faire une surface de sable, et c'est ce que va faire une surface d'eau. Hein. D'ailleurs, si vous avez bien regardé, souvent au bord de la mer, souvent sur la Côte d'Azur, il y a des gens qui passent des heures à marcher les pieds juste les pieds dans l'eau. Ils font des allers-retours au bord de la plage parce qu'ils savent que l'eau réverbère les UV et que du coup ils vont bronzer grave avec l'effet miroir de l'eau. Pas forcément l'idée du siècle, hein. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut, chacun est libre. Moi je dis ça, je dis tout. Alors évidemment, hein, le monoeil, les huiles bronzantes, etc., à moins que ce soit indiqué sur l'étiquette de base, ne protège pas du tout des rayons UV. Donc alors là, c'est pire que tout. C'est-à-dire que vous mettez de l'huile de friture sur la tronche, ça va faire un effet loupe. Donc ça va vous cramer la peau encore plus que si vous aviez la peau à sec. Donc vous optimisez vos chances de vous foutre en l'air le capital soleil sévèrement. Donc là, à proscrire, je suis désolée, mais à proscrire. Après, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, mais si vous voulez préserver un minimum votre peau, voilà, tu vas le dire. Ensuite, les laits après soleil, les crèmes hydratantes, qui généralement se vendent prix d'or. Bon, en fait, le but du jeu, c'est simplement d'hydrater la peau qui s'est un peu desséchée au soleil. Donc en fait, hydrater les couches superficielles de la peau. Au niveau des kératinocytes, ça n'atteint même pas les mélanocytes. N'importe quelle crème hydratante fera le job. Il n'y a pas besoin d'acheter un pot de crème hydratante après soleil à 50 balles le pot. Non. N'importe quel corps hydratant et corps gras fera l'affaire du moment que vous ne vous exposez pas au soleil avec ça sur la peau. C'est-à-dire vous attendez le soir, ou vous prenez une douche éventuellement, puis ensuite vous vous enduisez copieusement de tout ça pour essayer d'hydrater vaguement les couches extérieures de votre peau. Inutile d'acheter des trucs hors de prix en pharmacie, hein. Clairement, là, je pense à votre portefeuille, c'est pas la peine. Et l'autre aspect des laits hydratants après soleil, c'est de calmer la douleur. Qui dit douleur dit brûlure. Je veux dire, le mal est fait, quoi. Débrouillez-vous pour pas avoir de brûlure, en fait. Voilà. Après, un bon gel d'aloe vera des familles, ça suffit, hein. Ça suffit largement à calmer les choses. Petites anecdotes, florilège de fourre-tout d'anecdotes autour du bronzage. Sachez que les humains n'ont pas l'apanage du bronzage. Certains animaux bronzent. Alors, beaucoup d'animaux synthétisent de la mélanine, mais ça leur permet de se camoufler éventuellement. Il y a même
des animaux qui ont des chromatophores au niveau de la peau, qu'ils peuvent moduler à volonté et produire de la mélanine et la dissimuler également pour en guise de camouflage. En fait, je pense aux seiches et je pense à plein d'autres animaux. Mais il y a un animal notamment qui est connu pour bronzer, vraiment bronzer, c'est le requin marteau, figurez-vous. Ah pareil, je savais pas, je l'ai appris. Qui nage dans des eaux parfois peu profondes et qui du coup, pour se protéger des rayons UV du soleil, qui sont capables de traverser quand même les premières couches d'eau, eh bien synthétise de la mélanine et donc bronze. Vous irez voir des images de requins marteaux, vous verrez, ils ont une petite couleur brune tout à fait charmante. Après, pour ce qui est des coups de soleil, les animaux peuvent tout à fait prendre des coups de soleil. Alors normalement, leur poil, leur pelage ou leur plumage ou leurs écailles vont les protéger de ça, mais pour les animaux qui ont des zones sans poil notamment, et qui ont de la peau claire à cet endroit-là, ou le poil blanc, ils peuvent tout à fait prendre des coups de soleil. Quand je montais à cheval, j'avais un cheval qui buvait dans son blanc, comme on dit, c'est-à-dire il y avait une grande tache blanche le long du chanfrein et sur les naseaux. Et c'est des zones où il y a très peu de poils, et il prenait des coups de soleil. Donc l'été, on lui mettait de la crème solaire. Sinon, il avait le nez tout rose. Tout rose, tout rouge, et ça lui faisait mal. Donc si vous avez des animaux à poils très ras et très clairs, avec la peau rose en dessous, faut pas hésiter à leur mettre un peu de crème solaire. Si, je vous jure. Alors juste un lieu commun à dégager, mais je pense que vous le savez. Ça n'est pas parce qu'on a la peau foncée ou noire qu'on ne peut pas prendre de coups de soleil et qu'il ne faut pas se protéger. C'est-à-dire qu'on va moins voir l'effet bronzage peut-être que sur une peau très claire, et on va moins voir les rougeurs que sur une peau très claire, mais je peux vous garantir que c'est pas que quand on a la peau noire, on peut tout à fait se choper des énormes coups de soleil. Donc il y a pas de raison, il faut absolument se protéger également. Et puis alors, dernière anecdote, parce que je peux pas m'en empêcher. À une époque, en fait, le bronzage, ça va avec les modes. Alors, je vais vous parler du monde européen, hein, occidental. Ailleurs dans le monde, c'est encore autre chose, mais il y a toujours eu des modes avec le bronzage. Et notamment, jusqu'à l'époque victorienne, en Europe, donc époque victorienne jusqu'au 19e siècle, en Europe, on appelait les nobles, c'est-à-dire les gens de riches et bonnes familles et d'extraction royale, on les appelait les sang-bleus. Et alors, pourquoi cette appellation ? Parce que le comble du luxe à l'époque, c'était d'avoir la peau extrêmement claire, diaphane on dit, c'est-à-dire presque blanche, parce que on avait suffisamment d'argent et un statut suffisamment élevé pour se payer une armée de domestiques et ne jamais avoir à sortir le nez dehors pour aller au champ, pour aller chercher des trucs, etc. Donc c'était hyper classe d'avoir la peau extrêmement blanche, parce que ça voulait dire qu'on avait encore une fois toute une armée de domestiques à sa disposition. Sauf que, comme les nobles avaient donc la peau extrêmement pâle, eh bien leurs veines, leur sang dans leurs veines apparaissait bleu. C'est une histoire de couleur de filtre de la peau, quoi. Quand la peau est très très pâle, les veines apparaissent bleues. Donc on les appelait les sangs bleus. En opposition à leurs domestiques, leurs esclaves, tous ceux qui travaillaient dans les champs, qui eux avaient la peau bronzée. Et là, quand la peau est bronzée, le sang apparaît un petit peu plus vert, moins bleu, quoi. Voilà, donc c'est juste des histoires de mode. C'est juste des histoires de mode. Bon, enfin, je trouvais ça amusant, cette histoire de sang bleu. Je crois que j'en ai fini avec cette vidéo. Je pense que je vais en caguer pour faire le montage. Mais il va quand même falloir que j'aille m'occuper de mes enfants. Ça va être l'heure du déjeuner. Donc je vais aller m'occuper de ça. Et puis, écoutez, j'espère que vous passez d'excellentes vacances. Moi, ça va. Je rentre dans pas très longtemps. Et j'irai m'occuper du jardin pédagogique. Et peut-être que je vous ferai une petite vidéo à ce moment-là. Mais entre-temps, je vais faire une FAQ aussi. Parce que j'aime bien. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Et je vous dis à la prochaine. Bisous.